Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cet atelier. Moi, c'est Victor, je suis le cofondateur de Bleu Éducation. Bleu Éducation, on est un centre d'accompagnement à la VAE, la validation des acquis de l'expérience, dans tous les diplômes du médico-social. Donc, la petite enfance, le grand âge et du coup, le handicap et la protection de l'enfance. Dans cet atelier, j'ai le plaisir de discuter avec Corinne, Corinne qui est accompagnatrice VAE chez Bleu Éducation. Corinne, pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement. Ça marche. Sans rentrer dans les détails, hein, parce qu'on a plein de questions après, mais voilà, je te laisse te présenter. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je suis donc Corinne, je suis éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée. Donc, j'ai eu un parcours un peu varié, protection de l'enfance, milieu du handicap et du coup, multi-accueil. Et donc, maintenant, je fais partie de l'équipe de Bleu Éducation pour l'accompagnement à la VAE. Voilà. Alors, petite question d'abord, avant qu'on rentre dans vraiment le thème du sujet, mais comment tu t'es retrouvé en même temps EJE et éducateur spécialisé? Est-ce qu'il y a eu un… Tu l'as fait dans quel sens? Alors, j'ai fait d'abord le diplôme d'éducatrice d'éducatrice de jeunes enfants, pardon. Donc, je suis sortie diplômée, j'avais 25 ans, mais j'ai eu une orientation assez spécialisée, en fait, dans le choix de mes stages. J'ai fait des stages en village d'enfants et dans le milieu, dans un centre de pédiatrie et de rééducation. Donc, je sentais que j'avais une appétence pour le milieu spécialisé, mais j'étais vraiment attirée par l'accueil des petits. Donc voilà, pourquoi ce choix de JE. Et du coup, au bout de 2 ans d'expérience en maison d'enfants à caractère social, j'étais encore célibataire, sans enfant. Je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai passé le concours d'entrée en centre de formation EduxP et j'ai eu la chance de pouvoir effectuer ma formation. Donc, du coup, j'ai été diplômée 2 ans après, donc en 2005, en tant qu'éducatrice spécialisée. Voilà. Super, génial, c'est très clair. Alors, Corinne, aujourd'hui, notre atelier, on en a parlé, c'est donc les TSA, Ouais. ajuster sa posture éducative auprès des enfants et des adolescents. Avant qu'on parle très précisément des TSA, on parle souvent on entend souvent parler des TND. Donc, Oui. est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que sont les TND, les différentes familles qu'elles regroupent, et la place spécifique du coup de l'autisme, du coup trouble du spectre de l'autisme, pardon, le TSA, au sein de cet ensemble? Une petite définition du trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est une altération du fonctionnement d'un ou plusieurs réseaux de neurones impliqués dans diverses fonctions. Et donc, on voit là, sur ce petit schéma un peu grossier, que ça vient toucher la sensorialité, la motricité, l'audition et le langage, la vision, la coordination motrice. Donc, voilà, c'est quelque chose, le trouble du neurodéveloppement, qui est quelque chose quand même d'assez large. Et effectivement, comme tu le disais, le TSA donc, fait partie des troubles du neurodéveloppement. Donc, en fait, on va compter 5 grandes catégories de TND. Donc, les troubles du développement intellectuel, les troubles 10. On connaît tous, on a tous entendu parler des troubles 10 et on connaît tous quelqu'un qui a un trouble dyslexie, dyscalculie, etc. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, les troubles développementaux de la coordination, donc les TDC, et du coup, le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les TSA, donc troubles du spectre de l'autisme. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'effectivement, maintenant, on ne parle plus de personnes autistes, on parle de personnes atteintes de troubles du spectre autistique, parce que en fait, il n'y a pas une forme d'autiste et une forme d'autisme. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on parle maintenant de TSA pour montrer vraiment cette variété de troubles qui sont en lien. Voilà. Super. Et donc, du coup, justement, effectivement, moi, c'est quelque chose, alors moi, je suis de l'extérieur, hein, mais ça m'a toujours intéressé, cette logique de spectre. Vu qu'effectivement, c'est un spectre, comment finalement, aujourd'hui, on peut définir le TSA? Est-ce qu'il y a des caractéristiques clés, typiquement, Oui. qu'on peut observer? Comment tu peux nous aider?
Alors effectivement, il y a des caractéristiques qui peuvent être variables, mais on va retrouver généralement les 5 types de caractéristiques que je vous ai notées là. Donc, des comportements répétitifs et stéréotypés. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même bien souvent assez présent. Alors, je vous disais que l'autisme, que le TSA, il n'y avait pas 2 personnes atteintes de TSA qui ont exactement les mêmes symptômes. Donc, ça peut être plus ou moins marqué. D'autant plus que le TND, du coup, bien souvent, la plupart des personnes qui sont atteintes de troubles du neurodéveloppement cumulent plusieurs troubles. Donc, c'est ce qui peut parfois compliquer aussi le diagnostic, c'est que les troubles et les caractéristiques peuvent se mêler en fait. Donc, du coup, on a donc les comportements répétitifs stéréotypés, on a des intérêts spécifiques et restreints, ça va être des personnes qui s'intéressent à une thématique et qui, du coup, vont en parler tout le temps quand ils ont accès au langage, parce qu'il n'y a pas toujours accès au langage d'ailleurs. Mais un enfant qui va être intéressé par les voitures rouges et uniquement les voitures rouges et qui va toujours rester là-dessus, qui va ne parler que de ça. Ça peut être vraiment des choses très, très spécifiques. L'une des autres particularités, ça va être une sensorialité particulière. Donc, bien souvent, on va avoir soit une hypersensorialité, soit une hyposensorialité. Donc, en lien avec les sens, donc l'audition, l'odorat, le goût, etc. Donc, ça va être des personnes qui peuvent, par exemple, très mal supporter les endroits bruyants, les lumières vives. Donc, ça entre aussi en jeu dans le diagnostic des personnes avec TSA. Les difficultés de communication qui sont également souvent présentes et en lien aussi avec le 5e point qui est les interactions sociales difficiles. Parce que comme je l'évoquais juste avant, la communication orale peut parfois manquer aux personnes atteintes de TSA. Donc, il peut y avoir soit un langage oral, mais qui ne veut rien dire, en fait. Donc, ça peut être des répétitions de mots, de phrases, ce qu'on appelle de l'écholalie, ou bien ça peut être pas de langage du tout, ou des cris, des gênements, mais voilà, il y a quand même, en tout cas, cette difficulté de communication et du coup, potentiellement un langage qui n'est pas efficient. Je vais y arriver. Ok. Ok, super. Et alors, du coup, petite question par rapport à ça pour bien voir si j'ai bien Ouais. compris. On a donc potentiellement ces 5 caractéristiques qu'on va observer à différentes intensités, j'imagine. Donc, c'est pour ça que C'est tu ça. disais aussi qu'il n'y a pas 2 personnes TSA, entre guillemets, TSA de la même manière. Tout le monde, tous les cas vont être différents, tous les enfants, tous les adolescents vont être différents. Est-ce que ça peut arriver qu'on a une seule des caractéristiques qui est active, entre guillemets, et aucune des autres? Alors, généralement, on va parler de TSA à partir de 2 caractéristiques spécifiques qui vont être… Parce Ok. qu'effectivement, tu as raison, ils ne vont pas forcément avoir les 5 caractéristiques présentes. Parce que, voilà, encore une fois, il y a vraiment différentes formes et il y a des personnes qui reçoivent un diagnostic d'autisme ou de TSA tardivement, voire à l'âge adulte, selon le degré d'atteinte, en fait. Donc ça, c'est vraiment une chose à avoir en tête. C'est-à-dire que, alors déjà, nous, en tant que personne et même en tant que professionnel d'enfance ou éducateur spécialisé, ME, enfin, même en travaillant en structure spécialisée, nous, on n'est pas habilité à poser un diagnostic. En fait, ce qui est intéressant, c'est de connaître les caractéristiques et de connaître quelques informations pour pouvoir faire du repérage précoce et pouvoir orienter les familles si on a un doute
mais nous, on ne pourra jamais poser un diagnostic. Ce n'est pas notre rôle et puis on n'a pas les capacités pour le faire, quoi. Donc, Ok, voilà. super. Question, je la prends parce que je sens qu'elle est directement liée à ce que tu veux dire de Johanna. Quel médecin Ouais. peut poser le diagnostic? Est-ce que c'est un Alors, médecin avec une spécialité particulière ou ça peut être un généraliste? alors, ça peut être Alors, le médecin généralement de famille ou pédiatre peut orienter. Alors, il existe des centres, j'ai plus le nom exact, mais des centres vraiment dédiés à l'autisme. Donc, si le médecin a une connaissance de ce type de structure et qu'il pressent vraiment que c'est ça, il peut orienter directement vers ce type de structure. Après, sinon, ça va être auprès de psychiatres, psychologues, et puis j'ai perdu le nom, en centre, je ne l'ai plus, en centre médico-psychologique ou CMPP également, que ça peut être exploré. Ok, super, Voilà. très clair. Super, bah écoute, si on peut continuer un peu dans cette partie sur le repérage, le diagnostic, moi j'aimerais qu'on s'intéresse aux signaux précoces. Ouais. Parce qu'on sait que l'intervention précoce, elle est cruciale. Et là, en plus, on a beaucoup de professionnels de la petite enfance, où du Oui. coup, c'est là où on va commencer à repérer les premiers, entre guillemets, signaux d'alerte. C'est quoi les premiers signaux d'alerte qu'un parent ou un professionnel ou une professionnelle de la petite enfance peut observer chez un très jeune enfant? Un très Ok. jeune enfant, pardon. Alors, déjà, il faut savoir qu'on peut avoir des premiers signes qui apparaissent vraiment avant. J'essaye d'avancer, pourquoi ça ne veut pas? Avant 18 mois. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Donc, au niveau, alors je vais plutôt aller sur la suivante, pardon. Voilà. Donc, au niveau de l'âge, donc avant 18 mois, déjà, il y a des signaux qui peuvent nous alerter. Un enfant qui n'est pas du tout dans l'échange de regards, qui n'entre pas du tout dans les vocalisations, le babillage, qui ne va pas montrer du doigt. On sait que le pointage chez le jeune enfant, c'est vraiment important. Qui ne va pas être en interaction, qui ne va pas réagir quand on lui sourit, etc. Potentiellement, ça peut nous alerter. Encore une fois, c'est un signe, ça ne veut pas dire que tout de suite on pose le diagnostic, mais en tout cas, on peut s'interroger et observer un peu plus clairement. Il y a après, du coup, le langage qui entre en ligne de compte. Donc, généralement, autour de 18 mois, l'enfant, il commence déjà à avoir quelques mots de vocabulaire, il commence à être dans l'échange, etc. Si autour de 18 mois, on n'a pas du tout de mots et de langage qui se met en place, ça peut aussi laisser supposer qu'il y a peut-être une problématique. Donc, il y a aussi, en dehors de ces deux éléments-là, un comportement soit d'excitation, un enfant qui est très très speed, qui est qui est incapable de se poser, ou au contraire un enfant trop calme qui ne réagit pas donc aux stimulations, ou qui reste souvent, on a l'image de l'enfant qui est un peu enfermé dans son monde. Bah voilà, c'est un peu caricatural, mais ça peut quand même être un petit peu parlant et significatif. Donc voilà, au niveau des tout petits, ça va être ça. Un regard qu'on n'arrive pas à capter, un enfant qui ne sourit pas, qui ne babille pas, qui ne répond pas à nos sollicitations. Potentiellement, voilà, ça peut être un signal d'alerte. Et après, dans l'enfance, si on est passé à côté, ou s'il n'y a pas de prise en charge du coup adaptée, on va voir apparaître plutôt des difficultés relationnelles qui vont s'installer, des difficultés, du coup, comme je l'ai noté, à créer des liens amicaux avec les autres enfants,
être en capacité d'aller à une invitation ou de faire une invitation à un enfant du même âge. Et puis, il y a aussi tout ce qui est en lien avec la compréhension des émotions de l'autre, la compréhension aussi des intentions et le fait de ne pas avoir, par exemple, du tout de second degré. Quand l'enfant a acquis le langage, mais qu'on sent qu'il va vraiment rester cantonné à ce qu'il entend, mais sans avoir cette capacité de second degré, voilà, c'est encore une fois un signe de difficulté relationnelle. Ok, super clair. Et j'ai vu une question et du coup, ça m'intéresse pour voir si j'ai bien compris, parce qu'il y a une question de Estelle. Et la marche vers 24 mois est-elle un signe? J'ai l'impression que toutes les choses dont tu nous as parlé, c'est surtout des réactions sociales. Effectivement, la marche ne Oui. fait pas forcément partie des réactions sociales. Est-ce que du coup, la marche peut faire partie? Alors, pour le coup, pas à ma connaissance. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est un non sûr, mais a priori, moi, je n'ai pas cette notion-là en tête. Ok, super. Non, au niveau moteur, non. Après, peut-être signe d'autres choses, mais en tout cas, pour le TSA, je n'ai pas ça en tête. Ok. Ok, bah moi j'ai tout de suite envie d'en parler vu qu'on avance un peu dans les âges. Est-ce que les signaux dont on a parlé là justement, est-ce qu'ils changent radicalement quand l'enfant rentre à l'école? C'est-à-dire Non, le plus. non, parce que généralement, on a vu les types de caractéristiques et du coup, ils vont rester les mêmes. Les caractéristiques, elles vont rester les mêmes. Donc, ce qui peut se passer, c'est que les signes ou les manifestations, elles soient de plus en plus importantes parce que l'enfant, s'il n'a pas une prise en charge adaptée, du coup, ces problématiques, elles vont s'accentuer. Si on lui propose pas d'outils alternatifs pour la communication, par exemple, ou pour la communication d'ailleurs essentiellement, ou pour, par exemple, je parlais d'hypersensorialité ou d'hyposensorialité. Si ça, c'est pas accompagné, ça peut entraîner aussi des troubles du comportement. Parce que si l'enfant, il est agressé par le bruit, agressé par la lumière, et qu'on lui propose rien pour atténuer ses difficultés, du coup, il va se sentir mal, agressé, et du coup, potentiellement, on voit apparaître des troubles du comportement parce que ça fait vraiment partie aussi, bien souvent, des éléments qu'on rencontre en fait auprès des personnes TSA. C'est vraiment bien souvent, il y a des troubles du comportement en lien. Parce que beaucoup trop de stimulation pour eux et du coup, ils ne gèrent pas. Et du coup, ça entraîne des comportements alors, soit auto-agressifs, soit agressifs envers les autres. Ok. Et du coup, pour un peu passer maintenant à la partie professionnelle, impact de notre travail sur justement comment bien accompagner ces personnes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'accompagnement d'un enfant avec TSA? Mhm. Tu as mobilisé souvent plusieurs acteurs, on a parlé des moniteurs éducateurs et des Ouais. éducateurs spécialisés, où ça peut faire Mhm. partie de leur spécialité. Ouais. C'est quoi les autres professionnels incontournables et comment en gros s'articule leur rôle? Quel rôle de Ok. chacun? On peut parler potentiellement des moniteurs éducateurs et des éducs aussi. Oui, 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 oui. Alors après, du coup, au niveau des professionnels qu'on va retrouver auprès des enfants qui ont été orientés, hein. Alors déjà, on peut trouver les professionnels libéraux, donc psychiatres, psychologues, des éducateurs spécialisés aussi, orthophonistes, ergothérapeutes, enfin tous les types de professionnels de soins ou d'accompagnement qu'on peut rencontrer. Après, du coup, au niveau des structures de soins, là, j'ai listé un petit peu les différents types de structures qui peuvent permettre soit le diagnostic, soit l'accompagnement des enfants et des jeunes, même des adultes en TSA. Du coup, on va trouver donc les CAMS, centres d'action médicaux pédagogiques, non, précoces, pardon,
le CMPP, centres médico-psychopédagogiques, les CMP, les CESAT qui vont plutôt être sur du soin et de l'accompagnement à domicile. Donc là où on va retrouver aussi des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs. On peut retrouver des accompagnants éducatifs et sociaux, les AES, donc qui remplacent les AMP. Les IME, donc là, qui vont plutôt être des lieux, alors, soit d'accueil de journée, soit d'accueil en internat, selon les types de structures. Et puis, les maisons d'accueil spécialisées, donc là, qui sont plutôt dédiées aux ados et adultes porteurs de handicap. Mais en tout cas, dans toutes ces différentes structures de soins, on va retrouver les professionnels qu'on a déjà évoqués. Donc, EduxP, ME, EJE également, AES, kiné, ergothérapeute, éducateur sportif. Donc voilà, on va retrouver tous ces profils Et d'ailleurs, j'ai oublié aussi, en IME, bien souvent, il y a une scolarisation qui est proposée. Donc, bien souvent, dans les IME, on a aussi des enseignants qui sont spécialisés et qui peuvent proposer des temps même d'1 heure par jour de scolarité pour les enfants qui en ont les compétences. Ok. Donc, on voit qu'il y a vraiment une pluridisciplinarité qui est vraiment importante dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes avec TSA. Ok. Et du coup, là-dedans, typiquement, le rôle d'un ou une éducateur spécialisé, moniteur éducateur, ça va surtout être la coordination avec tous les acteurs, ou Alors, il va y avoir, entre guillemets, un rôle thérapeutique, même si c'est peut-être un mot un peu fort, mais un rôle de stimulation, disons. Alors oui, de stimulation, oui. Alors après, tout dépend le poste qu'on occupe, mais en tant qu'éducateur, je vais dire en IME par exemple ou en masse, si on est vraiment sur, c'est ce que je connais le mieux puisque moi j'y ai travaillé dans les 2 types de structures. Tout ce qui est CAMS, CMP, CESA, tout ça, j'ai jamais fait, donc je le connais moins bien. Mais en tout cas, quand on est en structure d'accueil, l'idée, ça va être vraiment d'accompagner l'enfant ou le jeune en fonction de ses spécificités. Donc, bien souvent, on va veiller au rituel, aux routines. Et puis, il y a effectivement l'articulation avec les autres prises en charge, parce qu'on l'a vu, souvent, les personnes TSA, il y a des troubles associés, des handicaps associés. Donc, en fonction de leur spécificité, il y a certains enfants qui ont quand même des prises en charge nombreuses dans une même journée. Donc l'idée, c'est à la fois de pouvoir communiquer, collaborer avec les autres professionnels, mais aussi d'accompagner les jeunes dans les temps du quotidien. Donc, accompagnement au lever, si je prends la journée, accompagnement au lever, au petit-déj, au repas, mise en place d'activités. Alors, ça peut être soit des ateliers collectifs ou bien des prises en charge individuelles. Encore une fois, le repas et puis tout ce qui va être soins d'hygiène aussi, qui entre en ligne de compte parce que potentiellement, il peut y avoir plus ou moins d'autonomie. Mais bon, bien souvent, les jeunes qui sont en IME ou en masse, c'est qu'en termes d'autonomie, il y a quand même besoin d'un accompagnement. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est ça, c'était ce que je voulais. Mais du coup, pour un peu poursuivre ce sujet-là du rôle de chacun et en gros de l'impact de chacun dessus, concrètement pour les familles et les éducateurs, donc pas que mais aussi pour les familles, c'est quoi les outils ou les approches du terrain qui peuvent faciliter justement leur quotidien et la communication avec l'enfant? Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est ça qui va être le plus compliqué dans cette verticale-là. Ouais, en fait, ce qui est important, ça va être de trouver du coup un mode de communication qui soit efficient pour ceux qui n'ont pas accès à la parole ou qui ne sont pas dans cette communication orale.
Donc, il y a différents outils qui existent. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. La communication. Oui, et il y a aussi comment est-ce qu'on va gérer, même si j'aime pas trop ce terme, les troubles du comportement. Parce que les troubles du comportement, je le disais tout à l'heure, ils sont quand même généralement bien présents. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier, enfin, par le biais de l'observation, essentiellement, on va essayer d'identifier les éléments déclencheurs, identifier du coup le comportement lui-même. Est-ce que c'est plutôt de l'auto-agressivité ou de l'agression envers les autres enfants ou envers les adultes ou le matériel, enfin en fonction vraiment des, des troubles. Et puis, du coup, de travailler autour de la prévention de ces troubles du comportement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter l'apparition des troubles du comportement, sachant que c'est pas simple et que bien souvent, alors chose que j'ai pas dit non plus, c'est que souvent il va y avoir d'autres troubles, donc hormis les TND qui vont être associés, c'est par exemple on peut retrouver souvent de l'épilepsie. Donc, et l'épilepsie, forcément, ça peut induire aussi un suivi particulier parce que, pour le coup, moi, quand je travaillais en masse, on avait des jeunes qui faisaient énormément de crises tous les jours et du coup, qui nécessitaient vraiment une surveillance aussi autre parce que, qui dit crise d'épilepsie, dit risque de chute à tout moment. Et puis, l'épilepsie, elle peut se manifester de différentes manières aussi. Et je me souviens d'une jeune fille qui avait tendance à nous pincer ou à nous mettre des coups, mais c'était vraiment une manifestation de son épilepsie pour le coup. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent s'ajouter les unes aux autres. Et pour revenir du coup à la communication, donc, je disais, il y a plusieurs outils. Donc, on va trouver la méthode PEX. Alors, tout ça, c'est en anglais, donc je ne vais pas me lancer dans les traductions. Donc, le PEX, c'est une communication qui est basée sur un échange d'images. Donc, pour les personnes atteintes de TSA qui n'ont pas accès à la communication orale, en fait, on va travailler autour de la mise en place vraiment d'images, alors qui peuvent être plus ou moins évoluées parce que on s'ajuste à la compréhension du jeune aussi, mais qui va lui permettre de faire des demandes ou de répondre à des questions. Par exemple, ou alors souvent ils ont des petits classeurs qui peuvent emmener avec eux toute la journée. Par exemple, si le jeune a soif, il va ouvrir son petit classeur et il va montrer le pictogramme de l'eau, par exemple. Donc, ça lui permet de faire des demandes en lien avec ses besoins, surtout, et puis de pouvoir répondre. Donc, il y a une communication qui peut être mise en place. Ensuite, on a la méthode ABA. Donc, ça, c'est plutôt tourné autour des comportements, de la mise en place des aides pour accompagner le jeune dans ses comportements. Alors ça, moi, je ne l'ai jamais expérimenté, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas, voilà, c'est aussi un mode de communication qu'on peut utiliser avec les personnes TSA. Teach, c'est pareil. Alors ça, c'est vraiment autour des routines. Donc, c'est un mode de répétition, en fait, qui va permettre comment? Alors, cet outil-là, il est parfois remis en... Enfin,
pas remis en question, mais un petit peu pointé du doigt, parce qu'il y a la notion de renforcement positif d'un bon comportement. Donc, parfois, ça peut être mal perçu. Mais en tout cas, c'est un mode de communication qui peut être utilisé auprès de personnes TSA. Le Macathon, c'est une association d'images et de mots, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est pareil, je ne l'ai jamais expérimenté non plus. Et voilà, donc on a déjà ces 4 outils-là. Et puis, il y a également ce qu'on appelle la règle des 6 secondes, alors qui n'est pas vraiment un mode de communication particulier. L'idée, c'est de partir du fait que la personne atteinte de TSA, elle peut mettre plus de temps à assimiler une information. Donc, pour éviter du stress et pour permettre une meilleure compréhension, en fait, on va employer cette stratégie de communication de donner une consigne verbale une seule fois et une seule consigne à la fois, bien évidemment, d'attendre à peu près 6 secondes pour laisser le temps à la personne de répondre ou de réagir, et seulement après, éventuellement, de reposer notre question. Donc voilà, ça c'est plus dans une stratégie vraiment de communication pour lui laisser le temps d'absorber l'info en fait et de pouvoir y répondre. Ok, Voilà. super. Génial, bah, c'était très complet. On a plein de choses à tester. Ouais. Après, et je terminerai. Ah, pardon. Tu veux rajouter quelque chose, Corinne? Pardon. Non, pardon, je disais que oui, il y a différents types d'outils, mais après, effectivement, il faut creuser, il faut s'y intéresser, puis pour la plupart, il faut être formé. Hein. C'est ce que j'allais te dire, en fait, c'était ma question qui venait juste pardon. après. Quand on met en place, non, mais c'est parfait justement. Quand on veut mettre en place ce genre d'outil, c'est quoi, entre guillemets, le protocole qu'on peut suivre? J'imagine, comme tu dis, qu'il faut se former. Est-ce qu'il y a des ressources que tu conseilles? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des professionnels en particulier vers lesquels il faut se tourner? Alors, moi, j'avais été formée à la méthode PEX, mais quand, du coup, j'ai commencé à travailler en IME, donc, pour le coup, j'ai été formée par mon employeur. Après, je pense que les centres de ressources autisme peuvent tout à fait conseiller et orienter quand on veut se former à l'une ou l'autre de ces méthodes. J'imagine qu'ils doivent pouvoir orienter vers des organismes de formation ou peut-être des sites. Pour le coup, je ne sais pas. Mais voilà, moi, j'aurais tendance à conseiller ça, de se renseigner auprès des centres ressources autisme ou peut-être même aussi les maisons de l'autonomie, éventuellement. Et puis après, généralement, quand même, quand on est dans cette démarche de diagnostic, si on parle de diagnostic précoce, les professionnels avec qui on travaille, s'ils mettent en place telle ou telle méthode de communication, vont aussi pouvoir orienter les familles vers des organismes ou donner peut-être des supports aussi. Parce que c'est vrai que ce qui est important aussi, on parlait de l'importance des routines, des rituels, parce qu'ils ont besoin de ça. Hein. Alors déjà, les enfants ont besoin de ça globalement, mais les personnes TSA, encore plus. Du coup, c'est important que si sur un lieu d'accueil ou sur un lieu de prise en charge, l'équipe professionnelle utilise telle méthode, c'est important que les parents au domicile suivent la même méthode et ne partent pas dans un autre outil de communication, parce que là, pour le coup, ça aura vraiment aucun intérêt et mis à part faire perdre pied aux jeunes, ça n'aura pas d'effet positif, quoi. Très clair. Et je vois qu'il y a, oui, désolé, je vais dire name not available, mais il y a des formations gratuites en ligne très intéressantes actuellement sur le TSA, le CERA, donc le Centre de ressources sur l'autisme en Ile-de-France. Alors, FunMOOC, je ne connaissais pas, mais effectivement, le CERA, du coup, en fait, des CERA, c'est donc de centres de ressources autisme, il y en a dans toutes les régions. Oui. Et ça peut être un peu des supports, justement, où on peut aller chercher des outils, des méthodes, des formations. Oui. Ça peut être vraiment un bon appui, effectivement.
Ok, super. Donc, faut pas Euh, hésiter. Eh ben, écoute, Corinne, on arrive sur la fin de notre atelier. J'ai une dernière petite question, puisque demain, Ouais. c'est le 2 avril, donc c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Euh, D'après toi, c'est quoi un message important à faire passer euh, sur ce Euh, sujet-là, auprès des professionnels, parce que là, on n'est que des professionnels, mm. mais aussi des familles. C'est quoi un des messages importants à passer pour toi? Bah, pour moi, ce serait vraiment que on s'improvise pas pour accompagner des personnes porteuses de TSA, parce que vraiment c'est spécifique, hein, comme on l'a vu. Donc c'est important de s'y intéresser et de pouvoir développer des connaissances. Donc cette journée de sensibilisation, elle est importante parce que c'est important que le grand public aussi soit informé de ces troubles, et puis aussi, surtout pour faciliter, je pense, pour les familles qui sont confrontées, hein, à ces troubles, euh, qu'elles soient peut-être moins pointées du doigt, enfin voilà, qu'on remette quelque chose, alors pas de la normalité, parce que c'est un trouble, mais, euh, mais quelque chose qui soit pas caché, quoi, vu et reconnu. Voilà, on sait que l'autisme existe, c'est important de le prendre en charge, euh, et c'est important que les familles et les personnes porteuses de TSA soient bien accompagnées. Et ça passe par une visibilité, en fait. Si on n'en parle pas, si on ne montre pas, bah forcément, on peut pas découvrir et s'y intéresser et se former. Donc, voilà. Pour moi, ce serait surtout ça. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Corinne. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des idées de prochains webinaires à organiser sur le sujet des TSA ou plus généralement sur le sujet des TND, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn ou quoi que ce soit. On organise ces ateliers, ces webinaires avec plaisir. Encore une fois, on a aussi, alors pour celles, si vous êtes déjà connectés, c'est que vous connaissez, mais pour celles qui souhaitent s'inscrire à de nouveaux ateliers, on a la plateforme Bleu Connect sur laquelle vous allez pouvoir trouver tout plein d'ateliers. On a annoncé plein de nouveaux qui arrivent. En particulier pour les futurs moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés. On en a un sur un autre sujet qui est la VAE en protection de l'enfance, parce que voilà, on le sait, les ME et les ES, vous avez vraiment ces deux spécialités, soit aller vers le handicap, soit aller plutôt vers la protection de l'enfance. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, c'est comme d'habitude gratuit, c'est ouvert à tous.